Hello! Aujourd'hui, je vais te parler de la douleur. Savais-tu que toutes les douleurs sont dans la tête, mais aucune ne sont imaginaires? Aujourd'hui, on va parler surtout de douleurs persistantes, puis tu vas comprendre pourquoi j'utilise pas l'expression douleur chronique. La douleur, c'est une expérience profondément réelle qui peut être vraiment chiante. Savais-tu que c'est aussi vraiment plus complexe que juste un signal d'alarme qui indique une lésion? Le phénomène de douleur, ça a un rôle essentiel. C'est un avertissement que quelque chose qui va pas bien, mais ça ne veut pas nécessairement dire que ce quelque chose-là est structurel. Traditionnellement, on la considère comme un signal indiquant une blessure physique, comme une coupure, une fracture, une brûlure ou un organe un peu fucké, mais ça ne se limite pas à ça. La douleur, c'est pas la preuve absolue qu'il y a un problème physique, mais plutôt qu'il y a une décision du cerveau qui a été rendue basée sur son évaluation puis sa perception de sécurité. Parce que sa job, c'est pas mal ça, de nous garder en sécurité et en vie. Mais qu'est-ce qui arrive quand le système nerveux est coincé en mode survie? Bien là, il y a des signaux de douleur ou d'autres symptômes qui sont relâchés de manière erronée. Que la menace soit physique, émotionnelle ou relationnelle, le cerveau peut déclencher de la douleur pour nous protéger, ou d'autres symptômes aussi, mais il peut aussi différer ce processus-là. Comme la douleur psychologique et physique empruntent les mêmes circuits neuronaux, notre cerveau ne fait pas tant la différence entre une menace physique et une menace émotionnelle. Il va réagir de la même manière, donc en activant des processus qui produisent des symptômes pour nous protéger, des plus subtils aux plus alarmants. En plus, si le système nerveux est chroniquement dysrégulé, donc coincé en état de survie, c'est là que les problèmes persistants, donc chroniques, apparaissent. Souvent après un moment de bascule, soit un stress psychologique ou physique comme un accident, une intoxication, un virus ou un vaccin, mais aussi, il y a souvent des causes qui sous-tendent tout ça. Ça peut être une exposition prolongée à des toxines ou à autres stress, mais une des plus grandes prédispositions aux afflictions chroniques, c'est les traumas. Surtout, mais pas exclusivement les traumas développementaux et préverbaux qui créent un stress chronique. Un trauma, c'est pas un événement, mais c'est la trace qu'un événement ou un manque a laissé dans l'organisme par manque de réparation relationnelle, comme une plaie qui guérit pas puis qui reste sensible. Il existe au moins 3 types de douleurs. Même si les mécanismes sous-jacents varient, il est impossible de ressentir la différence dans notre corps ou de pouvoir savoir dans laquelle des catégories de douleur on se retrouve. De la douleur, c'est de la douleur. Point. Par contre, il y a des variations dans les comportements de la douleur qui peut nous mettre la puce à l'oreille. Je vais y revenir plus tard. Que son origine soit inflammatoire, nerveuse ou centrale, elle est toujours réelle. La seule chose qui peut changer se trouve dans l'interprétation qu'on fait de cette douleur. Donc, en premier lieu, il y a la douleur nociceptive. Donc, une douleur qui est due à une blessure ou à une inflammation comme entorse, coupure, brûlure. La douleur nociplastique, soit une douleur qui correspond bien à une atteinte structurelle, mais qui est démultipliée, donc beaucoup plus forte que ce qu'elle devrait occasionner comme sensation. Exemple, des crampes menstruelles vraiment plus fortes, vraiment fortes. Et finalement, la douleur neuroplastique, soit générée en l'absence totale de blessure ou d'inflammation, souvent déclenchée par le stress, les émotions, un traumatisme. Ça peut même être une douleur qui persiste, même après une guérison complète d'une atteinte physique. On voit ça beaucoup dans les douleurs dorsales et les maux de tête. Il y a des études qui montrent des cas troublants. Des gens avec des hernies discales ou de l'arthrose avancée, mais sans aucune douleur. Puis d'autres qui, à l'inverse, souffrent de douleurs intenses sans aucun dommage au tissu qui est détectable. On peut penser aussi à tous ces cas de, les sportifs, les sauveteurs qui se blessent mais qui ressentent aucune douleur, qui vont la ressentir en différé après l'action. Ce phénomène-là, ça s'appelle l'hypoalgésie. On peut parler du phénomène de l'allodynie aussi, qui apparaît quand un système nerveux hyperréactif interprète des stimulus normalement indolores comme un frottement ou un courant d'air comme une menace, puis le transforme en douleur. On pourrait aussi ajouter ce fameux syndrome du membre fantôme douloureux qui vient après les amputations.
Ces observations-là, c'est pas juste des anomalies. C'est des preuves que la douleur n'est pas directement liée à des atteintes et à des lésions. Dans le fond, c'est le cerveau qui décide d'activer la douleur en fonction de son évaluation de la menace. Donc, une douleur psychosomatique, ça ne veut absolument pas dire que c'est une fausse douleur. Parce qu'une fausse douleur, encore une fois, ça existe juste pas. Une alarme qui sonne, ça fait du bruit. Point. Par contre, ça porte aussi une bonne nouvelle. C'est que la douleur persistante est peut-être réversible. Ça prend du temps, mais ça ne veut pas dire que c'est impossible. Il faut juste, un, l'accepter et deux, être prêt à faire le travail parce que c'est pas les autres qui vont régler ça à ta place. Bon, maintenant qui s'est dit, il n'y a aucune honte qui devrait être associée à des phénomènes de douleur qui sont hors de la nociception parce que c'est somme toute des phénomènes qui démontrent que le corps essaie de nous avertir et d'attirer notre attention sur un désalignement dans notre organisme at large. Le système nerveux et le corps et le cerveau ne sont jamais contre nous et tout ce qu'ils veulent, c'est nous protéger avec le seul langage qu'ils ont, soit les émotions, les symptômes physiques et psychologiques. Et s'ils sont coincés depuis trop longtemps en mode survie, soit en réponse combat-fuite, figement, shutdown, ben ça se peut qu'ils nous crient après vraiment très fort. Le docteur John Sarno a été l'un des premiers à démontrer que la douleur chronique peut être le résultat d'émotions refoulées. Son concept de syndrome de myocyte tensionnel, le TMS, suggère que le cerveau détourne l'attention des émotions douloureuses en générant une douleur physique. Le docteur Howard Schubiner a poursuivi ses recherches en démontrant que de nombreux patients souffrant de douleurs chroniques peuvent se rétablir en adressant les causes émotionnelles et neurologiques de leur douleur, même dans des cas de neuropathie, donc d'atteinte nerveuse. Depuis, leurs travaux se sont répandus et on voit de plus en plus de gens, surtout dans les milieux anglophones pour l'instant, qui partagent de l'info qui aide les autres à se rétablir. C'est aussi ce que je veux faire suite à mes années de déprime et de douleur, de SPM, de troubles dysphoriques prémenstruels horribles, saupoudrés d'un soupçon d'endométriose profonde selon l'imagerie médicale, puis de problèmes causés par de multiples fibromes dont aujourd'hui je ne ressens que très rarement les symptômes. Ça a été le résultat d'une décision, celle de me former dans les approches incluant la régulation du système nerveux puis autres pratiques usant de la neuroplasticité du cerveau et de faire de moi mon propre cobaye. Parce que le but de la connaissance, c'est l'action. Ce qui est fou, c'est que le rétablissement se fait sur un paradigme complètement différent de ce à quoi on est habitué. Les protocoles, ils sont pas directifs et ne sont pas nécessairement en lien direct avec comme le cluster de symptômes ou avec le diagnostic, mais plutôt avec ce qui marche pour la personne, ce que son système nerveux a besoin et préfère. Il pourrait y avoir autant de protocoles que de systèmes nerveux. Il y a donc une composante reliée à l'intuition de la personne qui doit être proactive dans le choix de ses pratiques et de leur mise en place. Tout ça m'amène à parler d'une composante intéressante qui est le concept d'interoception. Ça, c'est un de nos sens. Oui, il y en a plus que 5. Mais c'est un sens qui est tourné vers l'intérieur. Ce sens-là nous sert à ressentir les besoins de notre corps comme la faim, la soif, l'envie d'aller aux toilettes ou quand on a une posture vraiment pas idéale. Ça sert aussi à ressentir nos émotions parce que oui, ces phénomènes-là sont physiologiques à la base. Plus il y a de trauma dans le corps, moins notre interoception est efficace et moins on entend les chuchotements du corps, moins on entend les chuchotements du corps, plus il y a de tension dans le corps et de risques qui se mettent à nous crier des symptômes par la tête. Un corps qui ne se sent pas écouté est un corps qui est à risque de développer des problèmes persistants. Le plus grand facteur de risque pour une faible interoception est le trauma et les problèmes qui y sont reliés, qui nous déconnectent de notre corps, du moment présent, notre intuition. Puis ça crée un cercle vicieux parce que de vivre des symptômes inexpliqués, c'est aussi perturbant et traumatisant. Bon, c'est sûr que le premier pas à faire quand on a une douleur weird qui apparaît, c'est d'aller vers la médecine allopathique puis les autres thérapies connues. Mais si rien n'est trouvé et soulagé de ce côté-là, faut pas s'y accrocher puis remettre tout notre pouvoir dans leurs mains. Il existe des approches qui aident les gens à changer leur perception de la douleur en voyant non pas la douleur comme un signal de dommage, mais comme un faux avertissement du cerveau. Imagine que c'est comme un check engine qui serait plutôt un problème de connexion puis de programmation dans le tableau de bord plutôt qu'un problème de moteur à proprement dit.
Le brain retraining permet de réduire l'hypervigilance du cerveau face aux signaux de douleur ou en empêchant de produire certaines douleurs. C'est une approche plutôt cognitive. En mariant cette pratique-là à des pratiques de régulation du système nerveux, on peut réussir à ramener l'organisme dans un état de sécurité où l'énergie est utilisée dans le moment présent à des fins utiles au lieu de la mobiliser en signaux d'alerte et de prévention ou en réaction exagérée. Donc, le but est de désactiver progressivement la douleur persistante en modifiant la perception qu'en a le cerveau. Ces approches-là permettent aux gens d'avoir plus de capacité dans leur système nerveux, donc à avoir une plus grande fenêtre de tolérance, de sortir de leur réponse de survie, puis enfin de changer leur perception de la douleur en la voyant non pas comme un signal de dommage, mais comme un faux avertissement du cerveau. Pour plusieurs, il y a aussi des mesures à prendre et à mettre en place dans leur vie. Est-ce qu'on se sent respecté par les gens qui nous entourent? Est-ce que notre travail nous draine? Est-ce qu'on est capable de dire non aux autres? Est-ce qu'on se priorise? Est-ce que les cycles émotionnels qu'on vit sont réprimés? Est-ce que nos traumas ont vraiment été adressés? Est-ce que notre environnement est sain? Bref, est-ce que la vie est naviguée de manière authentique et sécure? Ce phénomène-là ne se limite pas qu'à la douleur. Le cerveau peut aussi déclencher d'autres symptômes comme la fatigue, les troubles digestifs, des vertiges, des palpitations, des problèmes cutanés, etc. C'est pas des symptômes qui arrivent de nulle part. C'est réellement des signaux d'un système nerveux qui cherche à nous protéger. Il y a un phénomène à l'étude qu'on appelle le Cell Danger Response, qui est l'expression physiologique de la dysrégulation persistante du système nerveux. Donc, encore une fois, une réponse de protection qui s'emballe puis qui crée des symptômes, des syndromes, des maladies au niveau cellulaire cette fois-là. En plus de tout ça, on compte aussi des problèmes psychologiques comme l'anxiété, les crises de panique ou la dépression qui se retrouvent sur le même pied que tous les autres symptômes. Donc, il y a des composantes physiques à des problèmes psychologiques et des composantes psychologiques aux problèmes physiques. Donc, le terreau fertile pour développer des douleurs chroniques et autres symptômes, c'est un mélange de plusieurs facteurs interconnectés. Donc d'abord, ça prend un système nerveux qui est hypersensible dû à des traumatismes passés, du stress chronique, donc du fait qu'on a une fenêtre de tolérance qui est réduite. Ensuite, des croyances et des conditionnements qui associent certaines sensations corporelles à un danger, ce qui renforce le cycle de la douleur. Il y a aussi le facteur émotionnel où des émotions réprimées comme la colère et la tristesse la peur aussi, peuvent s'exprimer sous forme de douleur physique. Finalement, l'attention excessive portée à la douleur amplifie le signal neuronal comme un micro qui fait un feedback si on le place trop proche d'un speaker. Quand ces éléments se combinent, le cerveau apprend à générer puis à maintenir la douleur même en l'absence de blessures ou de causes médicales identifiables. Ce qui est moins évident, c'est que beaucoup de tout ça, c'est généré par l'inconscient. Donc, c'est pas évident de prendre ça pour du cash au premier abord. Puis si c'est quelque chose que tu expérimentes, ben c'est normal que toute cette connaissance-là te frustre et te confronte. Bon, pour me faire pardonner, ou pas, voici une liste partielle de 8 éléments qui peuvent indiquer que ta douleur est d'origine nociplastique ou neuroplastique, c'est-à-dire qu'elle est principalement due à une hypersensibilisation du système nerveux plutôt qu'à une lésion ou à une pathologie structurelle persistante. Donc, cette liste-là, elle s'inspire des travaux de Alan Gordon et de Howard Schubiner, experts dans la compréhension des douleurs persistantes liées au système nerveux. En premier lieu, si les examens médicaux ne montrent aucune anomalie qui justifie l'intensité de la douleur, si les imageries comme l'IRM et les radios sont normales ou révèlent juste des légers changements dégénératifs communs à la plupart des gens sans douleur, c'est un signe clé. 2. La douleur fluctue ou se déplace sans raison apparente. Si ta douleur change d'intensité ou de localisation, elle s'amenuise ou disparaît temporairement selon le contexte, ce qui est typique d'un problème du système nerveux plutôt que d'une lésion structurelle. 3. Elle augmente avec le stress et se calme dans les contextes de bien-être. Si la douleur est influencée par ton état mental ou émotionnel et pas seulement par l'activité physique,
Ça indique une hypersensibilisation du système nerveux. 4. Des traitements physiques classiques comme la médication, la physiothérapie ou la chirurgie n'apportent pas de soulagement durable. Si aucune de ces approches biomédicales-là ne règle la douleur, ça suggère qu'elle est entretenue par des circuits neuronaux plutôt que par un problème structurel. 5. Ta douleur est symétrique ou bilatérale. Si ta douleur affecte les deux côtés du corps, comme les deux genoux, il y a des chances que ce soit ce type de douleur nociplastique ou neuroplastique. 6. Les douleurs sont accompagnées d'épuisement inexpliqué, de problèmes digestifs ou d'autres douleurs et symptômes inexpliqués. 7. Une sensibilité accrue au bruit, à la lumière ou tous les autres stimuli sensoriels. 8. Sensations étranges dans le corps, comme des engourdissements, des picotements, des sensations de brûlure sans cause apparente. Si plusieurs de ces critères-là correspondent à ton expérience, il est fort probable que ta douleur soit nociplastique ou neuroplastique, ce qui signifie qu'elle peut être réversible et je t'invite fortement à reprendre ton pouvoir là-dessus. Si ça te parle, passe me voir sur ma page Projet Soma, puis peut-être même prendre un accompagnement avec moi. Donc, merci et à bientôt.